Take me round the world and back again, as I'm searching for my soul out there. Oh, there's something that I'm wondering, where I'm going when my story ends. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me up all night, keeps me, get these thoughts that keep me up all night. Keeps me. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, dépendamment d'où vous habitez. Nous revoilà pour une 18e édition de Newsology. Encore aujourd'hui, comme d'habitude, d'abord avant de commencer, merci à toutes personnes qui nous ont écoutés, qui ont partagé surtout par rapport à la dernière émission qui était assez importante à mes yeux et non seulement aux yeux du guest de la semaine passée qui s'appelait M. Eric Mizele. Donc, c'était très important pour vous de partager parce qu'il est très important qu'on puisse mettre un accent sur une alternative forme d'histoire pour contrôler la propre narrative des peuples d'Afrique et la narrative culturelle d'une manière ou d'une autre de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre cette approche purement basée sur le fait que nous voulons créer une nouvelle narrative et la contrôler nous-mêmes. Et tout ça, c'est basé sur ce qui se passe en ce moment au Sahel, qui s'étend jusqu'au... s'il faut parler de la relevance actuelle, du Sahel qui s'étend jusqu'au Gabon et peut-être, on ne sait pas où ça va aller, tous ces mouvements de personnes. Et je pense qu'il est de notre droit de pouvoir contrôler notre propre narrative au lieu de passer par les médias extérieurs. Sur ce, aujourd'hui encore, nous avons un super programme en charge qui va arriver avec le même guest, vous l'avez deviné, Eric Mizele, où nous allons couvrir la deuxième partie basée sur le deuxième chapitre de Bendele et son livre. Salut Eric, comment tu vas? Salut Iris, ça va? Bonjour à tous. Comment a été ta semaine? Ah, plutôt chargé, mais on fait avec. Choisis athée, hein? Ah, choisis athée. Ah, il le faut. Il faut pousser. Bendele Koyate. Ah, ça, il ne faut pas, il faut pas. Comme je le disais tout à l'heure, à toute personne qui prend le temps de nous écouter, dont on apprécie énormément, aujourd'hui, nous allons approcher encore les choses d'une manière beaucoup plus large et qui va nous donner un aperçu de tout ce, on appelle ça des mythes, des archétypes, des prismes, des dogmes. C'est un ensemble de règles, d'histoires, de contes qui régulent la manière dont on se comporte dans une société quelconque. Mais vous allez remarquer que la plupart d'entre elles pas divergent, mais elles se rassemblent et nous ramènent à l'Afrique. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des mythes, des archétypes de Alkebulan. Alkebulan, c'était le nom d'Afrique avant que les colons renomment ça Afrique, jusqu'au code africain actuel. Et après ça, l'influence actuelle des civilisations africaines dans le monde d'aujourd'hui, dans plusieurs différents domaines, dans la santé, la culture, l'éducation, l'architecture, et même la religion, la spiritualité, et surtout l'astrologie. On va y arriver avec le temps. Eric, d'abord, un petit aperçu de... Quel est ton ressenti par rapport à la semaine passée, le premier chapitre qu'on a couvert? Si tu peux faire un bref résumé pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, pour les pousser à réécouter l'émission, qu'est-ce que tu dirais? Merci. Je dirais que la semaine passée, nous avons couvert l'avant-propos, l'introduction, je pense, et aussi le premier chapitre qui s'appelle Congo-Genèse. L'objectif ou l'optique de cette émission-là était de plonger dans les racines africaines de la civilisation, de parler de ce que l'on entend par le mot Bendele, le titre même du livre. Nous avons commencé par aussi explorer la signification, les codes qu'il y a derrière la couverture de ce livre que je peux présenter ici. Hein. Donc, ouais, vas-y. belle C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Donc, voilà la couverture de Bendele. Vous avez le titre, le sous-titre et le fameux léopard qui est un symbole très connu en Afrique. Et vous avez ici 9 drapeaux, hein, qui est un symbole égyptien, le fameux signe dont je parlais du drapeau la semaine passée. Vous en avez 9. Nous expliquerons beaucoup plus tard pourquoi 9.
vous avez deux couronnes égyptiennes, la rouge est celle du nord de l'Égypte, la blanche est celle du sud de l'Égypte. Nous en parlerons dans d'autres émissions. Mais voilà le fameux signe du drapeau, le fameux bendélé, qui est le signe du drapeau aussi bien en Afrique au sud du Sahara qu'en Afrique au nord du Sahara, un symbole que l'égyptologie appelle Néter. Donc voilà ce qu'on a pu dire en gros. On a parlé de l'étymologie de ce mot Néter, d'où vient-il, et les connexions qu'il y a entre le sud et le nord du Sahara. Donc en quelques mots, c'est ce qu'on a pu dire la semaine passée, mais avec beaucoup d'autres informations. Mais vraiment, pour résumer tout, c'est un peu ça qu'on a pu dire. D'accord. Ce que nous allons faire aujourd'hui sera encore beaucoup plus approfondi, mais avec des faits réels dont aucun d'entre nous n'a la vérité infuse. Personne n'a la vérité absolue. Ce qu'on demande, c'est quasiment vous inciter à faire vos propres recherches et pour développer votre propre opinion informée. D'accord? Ce que Eric a fait, ce que j'ai fait en mon propre temps durant presque toute ma vie, et ce que Eric a fait aussi durant sa vie. Donc, la connaissance de soi-même vient avec une recherche très profonde qui peut être extérieure et bien intérieure. D'accord? Et pour commencer, Eric, je vous rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés que tu es venu sur Gnosologie avec M. André Kanza, tu avais parlé des codes africains. Est-ce que tu peux redéfinir c'est quoi les codes africains? Et après ça, en passant par tout ce qui est archétype, en se basant sur ta propre définition. Tu n'as pas besoin de suivre Carl Gustav Jung, Freud, tout ce que tu veux. Base-toi sur ta propre définition et les mythes. Juste des définitions et après ça, je poserai la prochaine question. Mmh. Oui, c'est-à-dire que l'on se rend compte dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des codes qui reviennent souvent. Et c'est la raison pour laquelle, à l'émission passée, nous avons eu à placer cette fameuse chanson de Claude François, qui a été. J'ai eu des retours par rapport à ça qu'on a trouvé un peu étrange. Claude François, Eric, tu écoutes du Claude François? Non, non, je suis pas fan du tout. Bah, surtout le monsieur qui était assez bizarre, avec ses fruits verts. Comprenne qui peut. Bon, bref, c'est pas ma tasse de thé, mais la raison pour laquelle nous avons utilisé cette chanson était pour illustrer un propos qui sera beaucoup plus clair lorsque les lecteurs liront surtout l'avant-dernier chapitre. Ça sera beaucoup plus clair pourquoi cette chanson a été utilisée, parce qu'on en fait mention là-bas. Ça sera beaucoup plus expliqué. Mais cette chanson rappelle qu'il y a des codes qui reviennent. Nous avons dit que cette chanson était un remake, un remix d'une vieille chanson qui a déjà existé. Et la chanson qui a été créée elle-même venait de quelque chose qui venait avant. Donc on a comme ça dans l'histoire de l'humanité des codes, des motifs, des histoires qui se répètent de civilisation en civilisation parce qu'il y a emprunt ou parce qu'il y a expérience commune tout simplement. Mais très souvent parce qu'il y a des emprunts. Alors, ces fameux archétypes-là sont ces fameux codes-là que l'on peut retrouver dans différentes civilisations et qui se ressemblent. Je crois qu'il y a un auteur qui a écrit le voyage, Joseph Campbell, hein, pour ceux qui sont familiers à ce monsieur, Joseph Campbell, qui a écrit le fameux mythe du héros. Et il a exploré comme ça dans différentes civilisations, bien qu'on s'inspire aussi un peu, je pense, du travail de Carl Jung, qu'il y a comme ça des codes qui se répètent de civilisation en civilisation. C'est ce qui lui a permis d'écrire son fameux Voyage du héros, qui a inspiré, pour ceux qui sont science-fiction, qui a inspiré George Lucas pour réécrire La Guerre des Étoiles, parce qu'il avait écrit un précédent scénario, mais grâce au travail de Joseph Campbell, il avait pu améliorer son scénario parce qu'il avait en sa disposition des codes, bien qu'il s'est aussi inspiré de la cinématographie japonaise pour écrire sa Guerre des Étoiles. Et c'est extrêmement important, et on comprendra plus tard quand on plonge dans le livre, que toutes les histoires les plus célèbres que nous connaissions sont des histoires qui sont déjà connues ailleurs, dans d'autres civilisations. Et c'est ça qu'on a voulu explorer dans ce deuxième chapitre que nous avons appelé Théofluide, pour montrer que, puisque le mot théo veut dire Dieu, fluide, ça veut dire, voilà, on peut passer d'un état à un autre. Donc ce chapitre Théofluide montre qu'il y a des codes comme ça, surtout divins, qui sont les mêmes d'une civilisation à une autre. Et on a trouvé la racine en Afrique. Merci pour ta réponse, Eric. Je pense qu'il est très important de situer ça avec une perspective chronologique, situer ça dans le temps. Parce que avant les Sumériens, avant d'abord la première civilisation connue de ce monde, il y avait les Sumériens. D'accord? Après les Sumériens, on peut dire que la plus grande civilisation qui est venue après, c'était entre les Phéniciens et les Égyptiens. Entre les deux, je ne sais pas qui est venu avant. Tu pourras me corriger après. Donc, par rapport à ces civilisations, ils avaient déjà une compréhension du divin basée sur
leur culture et leur interaction avec l'environnement direct. En rapport avec ça, chronologiquement, s'il faut arriver à Bendele maintenant, Eric, qui a été la première forme divine que les hommes étaient en train de prier, les hommes africains à travers le monde, et selon les différentes civilisations, dont on peut parler de Ra, ou bien Atom, chez les Égyptiens. Et si on peut faire un parallèle avec ça, on peut parler de Chronos chez les Grecs. Est-ce que tu peux débattre avec le parallélisme et aussi à quoi, quelle force de la nature ou quoi que ce soit ils étaient associés? Alors, pour introduire ce chapitre ou cette question, j'aimerais aller. Bon, d'abord, je vais pas répondre sur la question des Sumériens, des civilisations. Au niveau de l'histoire, il y a un petit débat entre Sumer et Égypte qui est arrivé Ouais, avant. Sumer, c'est une ouais, civilisation qui a au niveau du Moyen-Orient. Le débat se situe surtout au niveau de l'écriture, parce que la préhistoire, ce qui la caractérise, c'est l'absence d'écriture, l'absence d'écrit. L'histoire, on entre dans l'histoire lorsque elle commence à être écrite. Alors, il y a un débat entre les égyptologues et ceux qui étudient la civilisation de Sumer pour savoir qui a commencé l'écriture avant, parce qu'ils sont vraiment coude à coude entre la naissance de l'écriture en Égypte, en Afrique, et à Sumer. Or, il faut aussi s'intéresser aux travaux de Rachidi Runoko, qui a beaucoup exploré la question des civilisations noires au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ces civilisations noires à Sumer, il y en a aussi beaucoup qui sont noires, parce qu'il y a eu des migrations africaines au niveau de ces régions-là. Donc, je pencherai beaucoup plus pour l'Égypte d'abord, parce que d'accord. voilà, c'est le berceau de l'humanité. Mais voilà, Sumer est vraiment coude à coude. Mais c'est d'abord en Égypte que l'on retrouve des traces de civilisation. Pourquoi je parle d'Égypte, c'est-à-dire voilà, la vallée du Nil. Je vais être beaucoup plus large. Je parlerai de vallée du Nil, où on a des traces de civilisation très, très anciennes, je pense, par rapport à Sumer. Maintenant, par rapport au code que l'on peut retrouver dans le monde et qui nous rappelle le divin. Nous avons parlé de Néter, justement, la forme d'écriture qui nous parle du divin et ce fameux drapeau, ce fameux bendele dont la racine est africaine. C'est là où on peut trouver ce motif-là. Maintenant, j'aimerais continuer avec une anecdote pour que ce soit bien, Vas-y. bien clair avec ceux qui nous suivent. Parce que là, nous parlons de choses extrêmement techniques là. Nous parlons d'Osiris, nous parlons de Chronos. C'est vrai que nous sommes un peu familiers à la mythologie grecque. Nous l'avons apprise à l'école. Mais en ce qui concerne l'Égypte, c'est un peu le flou. Beaucoup pensent encore que voilà, c'est un conglomérat de sorciers qu'il y a en Égypte là. Mais on est ici pour essayer de clarifier les choses, pour essayer d'apporter les lumières et les gens comprendront ce qui se passe. Et je vous assure, vous serez fan. Quand vous lirez le livre, vous serez fan. Quand on entre, on n'en sort plus. Donc, voici l'anecdote. Le 31 janvier 2023, je crois que cette date rappelle des choses à ceux qui nous suivent. Le pape arrive à Kinshasa. C'est un événement, voilà, je dirais même planétaire. Voilà, c'est une première. Bon, pas une première, mais bon, voilà, c'est un événement très, très important. Quand j'ai vu cet événement, le pape qui venait, à un moment, je vois la caméra qui fait un gros plan sur la croix pectorale, la croix que porte le pape François. Et pour nous qui étudions l'Égypte, quand on voit ce motif-là, quand on voit ce pendentif-là, ça allume des lumières chez nous. Pour le commun des mortels, c'est juste une croix. Mais pour nous, quand on voit ça, on comprend ce qui se passe derrière. Alors, je me suis amusé comme ça à faire une capture d'écran de cette croix. Je suis allé au site du Vatican, site internet. J'ai vu la croix, puisqu'elle est exposée là. Et j'ai pris l'image et je l'ai comparée à d'autres images que je connais en Égypte. Et je me suis amusé comme ça à partager cette image dans quelques groupes sur WhatsApp pour voir la réaction des uns et des autres. Sans commenter, juste mettre des images et montrer les correspondances qu'il y a entre cette croix pectorale du pape, le représentant même du christianisme dans le monde, il faut le dire comme ça, n'ayons pas peur des mots. euh, je l'ai comparé avec des choses qui existent déjà, qui sont préexistantes. En fait, que représente cette croix, au fait, pour être précis? La croix pectorale du pape François montrerait, je dis bien montrerait, un personnage qui nous est présenté comme être Jésus, en forme de, voilà, je ne sais pas si vous avez Wakanda Forever, voilà, il a cette position-là, ses mains sont croisées en X, il semble être, comment dire, couché. Derrière lui, il y a tout un troupeau d'agneaux et il est évidemment sur une croix.
Alors, ce motif-là, il n'apparaît pas avec le christianisme. C'est un motif que l'on connaît, qui est beaucoup plus ancien. Je vais y arriver. Alors, l'anecdote, pour en finir, quand je la partage avec mes contacts, beaucoup sont intrigués. Mais que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous êtes dans les théories du complot, mais qu'est-ce que c'est donc? Beaucoup de gens étaient, comment dire, se questionnaient par rapport à ça. Mais je ne répondais pas. Je me suis même fait insulter quelque part dans un groupe parce que, alors que j'avais que des images, hein, je n'avais pas commenté, je me suis même fait insulter en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Et tout, et tout, tout. Je n'ai pas, évidemment, en bon gentleman, je n'ai pas répondu. Et voici l'occasion, en fait, d'éclairer l'opinion sur ces images-là. Nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, parce que ça serait un peu mettre la charrue avant les bœufs. Mais tout ce que nous pouvons Absolument. dire à ce niveau, c'est que ce motif-là qu'il y a sur la croix du pape, n'est pas nouveau. Il existe bien avant au niveau de l'Égypte ancienne. Lorsque l'Égypte ancienne commence à se construire, on est au niveau de je pense, la quatrième dynastie, par exemple. Il faut qu'on comprenne que les dynasties en Égypte, ce sont les familles. Encore une famille, voilà, par exemple, avec ce qui se passe au Gabon, on parle de la dynastie Bongo. La dynastie Bongo est déchue, bon, bref. Euh, on sait ce Fais qu'il y a derrière. attention, c'est un Ouais. autre Bongo qui a pris le pouvoir. Hein. Voilà, Peut-être qu'il voilà, n'a pas le nom Bongo, mais il est de la c'est ce qu'on dit. famille. Donc, Voilà. attention. C'est comme ça qu'on nous présente le dossier. Donc, une dynastie, c'est une famille qui vient régner dans un territoire donné. Et en Égypte, on en a eu 31, connues du moins. Et vers la quatrième dynastie, là, donc cette famille qui vient se mettre en place, bien qu'il y en avait avant, hein, quand on parle de dynastie, on commence à compter 1, 2, 3, 4, mais avant la première, là, il y en avait d'autres, mais qu'on considère par l'égyptologie comme la dynastie 0 ou 00, mais bon, bref, ce sont des choses techniques. On veut vraiment que la personne lambda qui nous suive puisse comprendre de ce qui se passe. C'est extrêmement important, extrêmement important. Donc, c'est vers la quatrième dynastie qu'il y a ce personnage qu'on appelle Osiris, qui renferme en lui-même les caractéristiques de beaucoup de religions S'il te sur plaît, est-ce Terre. que tu peux couvrir avec son père qui Mm, a donné naissance à une mm, génération? mm, Parce que, qu'on le veuille ou non, excuse-moi de t'interrompre, qu'on mhm, le veuille ou non, il y a une chronologie qui est établie avant qu'Osiris puisse apparaître dans l'Égypte. mhm, Que ce mhm, soit Atom, que ce soit Ra. mhm, Et de là, il a donné naissance à, soi-disant, des petits dieux puissants que tous mhm, sont associés à une forme de l'agriculture, la nature mhm, et tout mhm, ce qui suit, de divinité. mhm, Et de là, Osiris est arrivé, qui était un des fils, avec Seth, son frère, et tout ça. mhm, Parce qu'on va faire un parallélisme avec les autres civilisations et ça sera important de créer cette chronologie. mhm, mhm, mhm. Oui, je commence par Osiris parce qu'il est la pierre angulaire, c'est-à-dire que à partir de lui, on peut vraiment, ça peut exploser, ça devient centrifuge, c'est-à-dire qu'à partir de ce point focal, on peut OK. voilà, tisser des liens, un peu comme une toile d'araignée, hein. À partir de ce centre-là, on peut tisser des liens avec, parce que vous voyez, même l'araignée, l'araignée, quand elle commence à tisser sa toile, voilà, elle commence au centre et puis elle continue. C'est une spirale, au fait, qui va du Absolument. centre jusque dans les périphéries. Donc, Osiris aussi, c'est la même chose. Il est plus intéressant de commencer par lui. Et ensuite, là, la toile va comment dire, se répercuter sur l'environnement. Il est intéressant de parler de ce personnage parce que, euh, avec lui, lorsqu'il apparaît, lorsque voilà, tout ce qui est autour de lui apparaît en Égypte, on se rend compte qu'il y a aussi une réforme politico-religieuse qui se passe. Et ce qu'il y a en Égypte va être réformé. Ce qui veut dire que à ce moment-là de cette quatrième dynastie-là, lorsqu'on va réformer les choses, Osiris donc va devenir, pour les Égyptiens, le fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de remaniement et on va créer à l'époque ce qu'on appelle où on va recréer ce qu'on appelle une Énéade. Une Énéade, au fait, c'est quoi? C'est une succession de 9 entités qu'on va appeler entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des dieux. Donc, ce n'est pas vraiment la même définition que chez les Grecs. Donc, l'Énéade, c'est cette succession de 9 entités primordiales ou primordiaux qu'on retrouve en Égypte. Parmi ces 9-là, on va retrouver donc Atum, hein, Atum. Alors, pour l'instant, je sais que quand ceux qui nous écoutent là, c'est un peu du charabia. Hein, on se dit, mais Atum, tout ça, mais en quoi ça me concerne, moi qui suis en Afrique noire ou de la diaspora et tout ça, et même pour tous ceux qui seraient européens et tout, mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec l'Afrique? Tout simplement, c'est parce que lorsqu'on regarde les mots, ils sont connectés au fait à l'Afrique centrale. Et Atum, ça peut nous paraître, voilà, Atum, on ne sait pas qui s'appelle Atum au coin de la rue, mais la racine consonantique, on a parlé des racines consonantiques dans l'émission passée. Atum, en réalité,
ou si on doit le prononcer comme il faut, c'est Ntemo. Et Ntemo en Kikongo, on sait que c'est la lumière. Alors, atum, selon certains chercheurs aussi, c'est un mot qui serait lié à l'atome. Parce que lorsque les Grecs commencent à développer leur théorie de l'atome, c'est après s'être passé en Égypte. Hein. En Donc, gros, atome, c'est commencement. voilà, voilà. Donc, que la lumière soit, la lumière fut, donc au commencement. Donc, atome, Tout comme, ça. excuse-moi, chez les Grecs, Mm. chronos. Voilà, voilà. Donc, Chronos, on va y arriver. Il y a certaines. Il y a des On va nuances, faire. certes, Ouais, il y a mais des nuances. Ouais. il y a un Mm. transfert de Euh, civilisation dans un autre. Oui, 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 oui. Donc, Atum va être le premier. Donc, pour les Égyptiens, c'est le commencement de l'univers. Donc, cette particule primordiale qui va exploser, qui va donner justement le monde tel qu'on le connaît maintenant. Là, je simplifie à l'extrême parce qu'il y a d'autres écoles de pensée en Égypte. Je simplifie vraiment à l'extrême parce que certains peuvent dire, mais il y a aussi celui-là, tu as oublié celui-là. Non. Là, je simplifie vraiment à l'extrême pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Et après, on peut peut-être aller un peu plus dans le complexe. Donc, on a ce atome-là qui va apparaître. Et ensuite, après lui, lorsqu'il commence à se démultiplier dans la pensée égyptienne, on va voir ce qu'on appelle Chou, on va voir ce qu'on appelle Tefnut, on va voir ce qu'on appelle, par exemple, Geb, on va voir ce qu'on appelle Osiris, Isis, Seth, Nephthys. Donc, on aura comme ça 9 entités qui vont apparaître de cette particule primordiale. Voilà pourquoi vous avez 9 drapeaux sur la couverture du livre Bendele, parce que dans la pensée africaine, 9, c'est même le chiffre de l'infini. Hein. Donc, c'est ce symbole primordial qui montre le commencement de l'univers et l'ordre tel que notre univers doit être reflété. Maintenant, parmi ces personnages-là, il y en a un qu'on appelle Geb, en réalité qu'on devrait dire Ngwe, hein, Ngwe, Ngo, c'est le nom du léopard. Hein. Je m'appuie sur les travaux d'un chercheur camerounais qu'on appelle Dibombari Mbok. Donc, l'égyptologie va dire Geb, mais en réalité, ce n'est pas Geb, c'est Nge, Ngwe, Ngo, dans les Ikpe. Hein. Dans les langues africaines, c'est les différents noms du léopard. Donc, lorsque les Égyptiens vont concevoir la terre comme elle est, leur territoire, ils vont trouver comme support le léopard, parce que pour eux, le léopard, c'est le symbole de l'univers, parce que les taches qu'il y a sur le léopard, c'est les étoiles, c'est l'univers, tout ça. C'est les mêmes principes que au Congo. Nous allons aussi développer nos terres. Hein. Le Congo, quand on parle de Congo, civilisation Congo, tout ça, c'est en rapport toujours au léopard, parce que le prêtre, justement, porte la peau de léopard pour manifester ça. Maintenant, il y a, comme tu as parlé de transfert dans d'autres civilisations, nous parlons de théofluide, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, comment les thèmes peuvent être transférés dans d'autres civilisations. Il y a justement Hérodote, qui est un chercheur grec ou un historien grec de l'époque, qui dit que presque tous les dieux grecs viennent de la civilisation égyptienne. Je sais qu'on est familier tous avec la civilisation grecque parce que nous l'avons étudiée à l'école, mais que aussi, bon, voilà, La enfin, mythologie. pardon. C'est plutôt de la mythologie grecque dont on est Voilà, familier. mythologie grecque. Voilà, on est tous voilà, on est des années 80, 70 et tout ça. Donc, on a forcément grandi avec les chevaliers du zodiaque. Donc, on connaît cet univers grec-là qui a bercé notre enfance et tout ça. Mais ce qu'on ne savait pas en grandissant, c'est que bien tous ces symboles-là, ça venait de l'Afrique. Et justement, Hérodote, lorsqu'il fait la comparaison des différents dieux et d'autres chercheurs aussi, eh bien, on découvre que, par exemple, Zeus, c'est Amon. Amon, c'est un dieu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un dieu égyptien. Hein. Et quand on arrive à Chronos, c'est là où c'est intéressant parce qu'il peut avoir différentes interprétations. Parce que Chronos, en réalité, ça serait Geb aussi. Ça pourrait être Geb aussi. Donc, il y a certaines correspondances qui se font comme ça. On va dire que Horus, c'est par exemple à Apollon. Hein, voilà, on va dire Isis, c'est peut-être Atok, Déméter, voilà, Athéna. Hathor, Athéna, voilà. Ouais. Hein. Je donnerai une petite anecdote, c'est que il y a un chercheur qu'on appelle Hazar Imhotep ici aux États-Unis, un Nord-américain, qui a fait la correspondance pour trouver la racine de Nike, parce que Nike, c'est ce qui donne Nike. Hein. En anglais, on ne dit pas Nike. En français, on dit souvent, je ne sais pas, on va dire Nike. En réalité, c'est Nike. On dit Nike en anglais ou Nike en grec. C'est la déesse de la victoire. C'est un mot qui vient de la victoire. Mais quand on cherche l'étymologie de ce mot, parce que moi j'aime bien voir les racines des mots, quand on cherche l'étymologie de ce mot-là, c'est un mot qui va nous ramener à un mot même Luba, hein, un mot africain. Donc, les Grecs ont emprunté au fait des motifs
africains. Parce qu'il y a entre guillemets, déesse qu'on appelle Nate en Égypte. Et cette Nate-là, qui est une déesse, entre guillemets, de la guerre et tout ça, c'est elle qui va aussi influencer Athéna et niquer cette fameuse déesse de la victoire. Et quand on regarde à l'étymologie, hein, on a des mots qui nous rappellent les mots africains, comme certains dans le vocabulaire Luba, par exemple, on retrouve ces motifs-là. Donc, il y a D'accord. beaucoup d'éléments africains que l'on retrouve dans d'autres civilisations aussi. D'accord. On va aborder un dernier point avant qu'on passe à une petite pause, hein. On va aborder un point où j'aimerais que tu puisses... 2 points. Le premier point, ça sera quelle est la similitude, ou bien la similarité qui existe à travers, c'était quoi les 9 petits dieux, ou bien les 9 dieux égyptiens? C'est quoi le mot que tu avais utilisé? Sur quel mot? Sur Les neuf euh, entités égyptiennes, 9 dieux égyptiens. l'Énéade. On appelle ça Les l'Énéade. Néades. Voilà. Tu ne penses pas qu'il y aura une similarité entre les Néades et les planètes et les jours de la semaine? C'est très probable puisque les Égyptiens, il faut comprendre que leur point de vue, entre guillemets, religieux, c'était d'abord un point de vue scientifique. Ils observent tout, ils observent l'univers. Voilà pourquoi quand on est dans la pensée Congo, la pensée égyptienne, et là, il faut être clair, hein, je ne dis pas que le royaume congolais est venu avant l'Égypte. Non, tout ce que nous disons, c'est que tout ce qui est autour du léopard, parce que le ngo, cette racine-là que l'on retrouve aussi bien au Nigeria, que l'on retrouve aussi bien en Afrique centrale, que l'on peut retrouver aussi dans d'autres régions de l'Afrique, toute cette pensée du léopard, parce que même au Bénin, vous verrez qu'au Gabon, vous voyez le symbole du Gabon, c'est voilà, 2 léopards sur une espèce de bouclier avec un navire au centre. Au Bénin, vous voyez qu'il y a le léopard. Même dans l'Antiquité profonde, en Anatolie, on voit c'est-à-dire en Turquie, on voit une civilisation souvent dirigée par des femmes ou représentée par une femme qui dirige, qui a des peaux de léopard ou de civette. Donc, les grandes civilisations africaines sont toujours dans la pensée du léopard, ce qu'on appelle Ngo, Nge, Ikpe, Gbo. C'est cette pensée-là qui est Agnoto, hein, à l'est de l'Afrique, du Congo, pardon. Ce sont ces pensées-là qui amènent la civilisation au niveau des populations D'accord. africaines. Voilà, donc il faut être dans ça pour pouvoir comprendre réellement ce qui Oui, mais se passe. je pense qu'il y a une grosse similarité, ça c'est Mhm, mon opinion par rapport à mes recherches avec ce qu'il y a en rapport avec la civilisation actuelle. mhm, Comme par exemple Monday, c'est Monday, c'est basé mhm, sur la Lune. mhm, Mars, mhm, mardi, c'est Mars. mhm, Mars qui est Hadès, le mhm. dieu de la guerre. Arès plutôt, le dieu de la guerre. Oui, Et Mars, c'est Hadès chez les Romains. mhm, Et Mars, c'est mardi. mhm, D'accord? mhm, Mercredi, c'est Mercure, la mhm. planète Mercure. Mercredi, c'est c'est qui mercredi comme dieu? Mercure, chez les Égyptiens, c'est Thoth. C'est Thoth, la C'est Thoth, oui. sagesse et tout. Mhm, oui. Jeudi, c'est Jupiter, je pense. Jupiter, oui. Mhm. Jeudi, c'est Jupiter. Amon chez les Égyptiens. Et Mhm, Amon chez les Égyptiens. mhm. Vendredi, Vénus. Vénus, oui, la planète Vénus. Chez les Romains, Vénus chez les Romains, oui. Aphrodite chez les Grecs, Aphrodite chez les Grecs et puis Hathor chez les Égyptiens. et Hathor chez les Égyptiens. Samedi, c'est Saturne. Mhm. Saturne, samedi, c'est 7. Samedi, Saturne. c'est 7. Oui. Dimanche, Sunday, Mhm. Osiris et le jour du soleil. Bon, Donc les jours, voilà. le soleil, ça varie parce que chez les Égyptiens, pratiquement, presque toutes les divinités On parlait sont en liées au parallèle soleil. Ça peut être avec les vrai aussi, ça peut être Romains, vrai. Voilà. avec les Grecs. Voilà. En globalité, dimanche, Mhm. le jour du soleil. Dans le Mhm. soleil, c'est Horus ou Mhm. bien Osiris. Mhm. Ouré ou Et oui. Atum. Et ah ouais, voilà. Oui. Donc Oui. en gros, voilà. Maintenant, mon dernier point avant qu'on puisse Oui. prendre une petite pause. Eric, j'aimerais Mhm. que tu puisses nous répondre dessus. Mhm. Pourquoi est-ce que dans ces codes, pourquoi il y a autant de similarités? Exemple, il y a Horus, qui était en moins 3000 avant Jésus-Christ. Après ça, il y a Dionysus chez les Grecs, qui était en moins 500 avant Jésus-Christ en Grèce. Après ça, il y a Attis, qui était en moins 2200. Après ça, chez les Indiens, il y a Krishna, en moins 900 avant Jésus-Christ. Et après ça, il y a Mitra, chez les Perses. C'est la même histoire, même mythe, et tout sont une forme de symbole avec le soleil. Quelle est la similarité avec tout ça? Tout simplement qu'il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. C'est-à-dire que les civilisations africaines noires sont d'abord apparues en Afrique. Et elles ont vécu là des millénaires et des millénaires avant même de sortir du continent africain. Et tout ce temps-là, ils n'ont pas passé ce temps-là simplement à compter les hippopotames et les lapins. Ils ont passé leur temps aussi à scruter le ciel, à s'interroger sur le sens de la vie, sur
la mort, sur les processus funéraires, sur l'astronomie, l'astrologie. Ils ont pensé à conceptualiser ces choses-là. Et lorsque ces choses ont été mises en place et qu'ils ont commencé à bâtir leur civilisation et qu'ils ont commencé à se répandre à travers la planète, ils ont emmené leur bagage intellectuel avec eux. Et pour ceux qui sont restés en Afrique, qui ont eu à développer les choses de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus conceptuelle et même pragmatique, ils ont eu à développer justement une grande civilisation égyptienne qui a été en contact avec d'autres peuples. Et ces peuples-là, au contact de ces documents égyptiens, eh bien, ont aussi copié, plagié, se sont inspirés pour construire leur panthéon, c'est-à-dire leur hiérarchie de Dieu et leur organisation politique. Ce sont ces contacts-là avec les Africains, soit en terre africaine en les rencontrant, soit d'Africains qui se répandent au globe pour disséminer leurs connaissances. C'est ce qui explique aussi les Ce similarités. point précis nous ramène à la prochaine partie de l'émission. Les Africains qui disséminent leurs connaissances à travers le monde entier et qui contribuent culturellement, militairement, politiquement, religieusement et intellectuellement. Sur ce, nous allons prendre une petite pause. Ça fait quasiment 30 minutes qu'on est là et un petit temps de souffler. Et à très bientôt. Okay. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You hold the key. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You hold the key. Nous revoilà, nous revoilà. Pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons avoir une approche totalement différente parce que, comme je le disais, il faudra qu'on puisse reprendre d'une manière ou d'une autre, nous, quand je dis nous, je parle des Africains spécifiquement aujourd'hui, reprendre d'une manière ou d'une autre la narrative de notre propre impact. Parce que beaucoup d'entre nous souffrons d'une manière ou d'une autre du fait que déjà, par l'éducation nationale, on n'a pas accès à des informations qui puissent nous donner un vrai sens de qui nous étions, de qui nous sommes et de d'où nous allons. Donc, il est très important qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans l'histoire et voir les grandes contributions qui ont été faites, comme la dernière fois avec M. Eric, qui va venir tout de suite, hein,
On a parlé de Moussa Bonsou, de son frère, dont Moussa Bonsou et son frère appartenaient. Moussa Bonsou était l'homme le plus riche de l'humanité. S'il vous plaît, nous vous invitons à aller chercher. Tapez tous ces mots sur Google, poussez, en recherchant, en ayant plus d'informations. Donc, Moussa Bonsou et son frère étaient ceux qu'on appelait la classification des Mours. Les Mours étaient des peuples qui sont venus après le déclin de la dernière, je crois, dynastie, déclin de la dernière dynastie égyptienne, et certains d'entre eux étaient reconvertis à l'islam. Et comme, je ne sais pas, c'est pour certains qui aimaient leur cours d'histoire, quand il y avait des croisades entre les catholiques et les soi-disant musulmans, la plupart d'entre eux, au-delà des Sarrasins, la plupart d'entre eux, c'était des Mours. Et les Mours avaient quasiment envahi toute la péninsule ibérique, avec Andalouse et tout ça. La péninsule ibérique, c'était l'Espagne, le Portugal pendant plus de 800 ans. 800 ans, le Portugal, l'Espagne et je pense une partie de l'Italie étaient sous la tutelle des Mours, peuple noir d'Afrique, et avec une connotation un peu musulmane sur un plan de vue religieux. Eric, peux-tu donner une autre définition des Mours, s'il te plaît? Certainement, j'irai dans ton sens. Lorsque l'Égypte tombe sous les invasions arabes, après d'autres invasions qui avaient précédé ce territoire africain, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, les Assyriens et tout ça, lorsque les Arabes donc prennent le contrôle de la civilisation égyptienne, elle va donc aussi absorber le savoir qu'il y a dans ce territoire-là. Et elle va lancer cette grande campagne de conversion des peuples et de conquête. Ils vont donc s'élargir du Moyen-Orient au nord-ouest de l'Afrique, et beaucoup de populations donc vont être converties. Et si on se rappelle de nos cours d'histoire, on a parlé en Afrique des Almohades, des Almoravides, et ces différentes conquêtes-là vont faire qu'il y aura aussi il y aura des colonies de peuplement qui vont s'établir, c'est-à-dire qu'il y a des populations de l'Orient qui vont s'établir au niveau du nord de l'Afrique, mais il y aura aussi des mélanges, des mariages avec des populations sur place, qui va un peu changer aussi un peu la démographie. Alors, c'est quand on est je crois, vers 711 après Jésus-Christ, dans le Moyen-Âge, qu'il y aura une déferlante, une invasion de peuples arabes vers l'Europe. Il faut dire que l'Europe déjà est un peu mal en point à ce niveau-là. L'Empire romain d'Occident, je pense, est déjà tombé sous le joug des barbares. Ça se complique un peu au niveau de l'Europe occidentale. Ce n'est pas vraiment organisé comme tel. Mais l'Empire romain d'Orient persiste. Jusqu'en 1453. Ouais. Voilà, persiste encore. Mais l'Europe occidentale s'essouffle. Alors, les Arabes et les Maures, notamment, vont profiter de cela pour pouvoir prendre le territoire. Quand on parle de Maures, on parle, comme tu l'as dit... Excuse-moi, quand tu dis prendre le territoire, c'est un peu vague. Pour civiliser l'Occident. Oui, on va y arriver. C'est-à-dire que les Romains étaient civilisés parce qu'ils étaient en contact des Grecs, parce qu'eux-mêmes étaient en contact des Africains qui ont été civilisés. Lorsque les barbares vont... voilà, c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup, mais bon, c'est ce qu'on retrouve dans les livres d'histoire, vont faire tomber les Romains. Voilà pourquoi on parle de Moyen-Âge. Donc, la civilisation occidentale va tomber un peu, voilà ce qu'on appelle en anglais le Dark Age, donc l'âge sombre. Donc, la civilisation va vraiment... Avec la peste, avec plein de maladies et tout. Voilà, tout à fait. Donc, lorsque les Maures, c'est-à-dire ces Noirs de confession musulmane, vont arriver sur le territoire avec d'autres Arabes aussi, ils vont ramener beaucoup d'éléments civilisationnels ou la civilisation, ou ramener ça au niveau de l'Europe, ou même l'amener, parce que voilà, le Portugal, l'Espagne, à l'époque, ce qu'on appelle l'Andalousie, voilà, c'était pas Rome non plus, c'était pas l'Égypte. Donc voilà, il y a une civilisation qui a été apportée grâce aux apports égyptiens anciens qui avaient été aussi absorbés par les Arabes et les Maures à ce niveau-là. Alors, lorsque cette population arrive là, elle va justement commencer à civiliser, apporter et injecter beaucoup d'éléments civilisationnels au niveau des sciences, des mathématiques, de l'architecture. L'architecture, la religion, l'astrologie. Voilà. Ils vont l'injecter dans ce territoire-là. Et c'est là où on va avoir le fameux âge d'or des morts, qui est expliqué dans un superbe ouvrage qu'on a en anglais. Je ne sais pas s'il est traduit en français, qu'on appelle Golden Age of the Moors. J'encourage tous ceux qui se maîtrisent l'anglais à lire ce livre. C'est un bijou d'érudition et on peut en savoir plus. Si tu permets, qui précède la Renaissance européenne. Tout à fait. Et si tu permets encore, voici d'autres livres qui pourraient vous aider.
qui va... Parce que une partie de gnoséologie, c'est de pousser les gens à faire une recherche profonde sur eux-mêmes, sur la narrative. Vous pouvez vous baser sur chacun de ces livres, je vais laisser là pendant un moment, et faire votre propre idée. Parce qu'on n'a pas la vérité infuse, on n'a pas la vérité absolue. Faites votre propre idée. Vas-y, Eric, excuse-moi de t'avoir interrompu. Alors, ça va. Alors, on va y aller maintenant de manière pragmatique. Hein. Encore une fois, ceux qui nous regardent, la personne lambda se pose la question. Oui, il y a eu des... Bon, d'abord, les gens ne sont pas vraiment au courant de cette invasion africaine-là au niveau de l'Europe 800 ans. pendant 800 ans. Et beaucoup vont se dire, bon, oui, mais en quoi ça me concerne? Oui, c'était l'Europe de l'Afrique peut-être du Nord, tout ça. Moi, au Congo, là, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Bon, ok, eh bien, on va vous le dire. Alors, je pose la question à ceux qui nous suivent. Quel est le nom du drapeau en espagnol, en portugais et en italien? Le nom du drapeau en espagnol, c'est bandera. En portugais, c'est Bandera. bandera. Ouais, bandera. En italien, bandiera. Le nom du drapeau en Kinyarwanda, c'est quoi? Ibendera. Bandera. Voilà. Le nom du drapeau en Swahili, c'est quoi? C'est bendera. Le nom du drapeau en Lingala, c'est quoi? Bendele. On a expliqué la racine de ce mot-là en Égypte ancienne et les connexions avec l'Afrique. Comment on explique ça? Comment et pourquoi eux, ils appellent le drapeau Bendera comme chez nous là-bas en Afrique centrale? Alors, je vous vois venir. On va dire, mais Eric, on sait très bien qu'en Lingala, sapato, ça vient du portugais, donc c'est eux qui nous ont... Sapato, pour ceux qui ne parlent pas Lingala, ça veut dire chaussure. Alors, on va dire, mais oui, on sait que, par exemple, sapato, ça vient du Portugal, donc c'est eux qui nous ont donné ce nom-là. On va dire Mesa, on dit Mesa, on va dire que, oh non, mais c'est un nom aussi qui vient de, je sais pas, l'espagnol ou le Portugal. Excuse-moi, Eric, je dois t'interrompre dessus. J'ouvre une petite parenthèse. Retiens ton ordre d'idée. Si en 1482, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, il avait été invité parce qu'il y avait un roi mort ou mour qui était assis sur le trône du Portugal. Mais l'histoire ne nous apprend pas ça. Il y avait un noir qui était roi au Portugal qui a envoyé des gens pour redécouvrir le subsaharien de l'Afrique. Où je veux en venir, c'est quoi? Ils étaient en partenariat. Ils n'étaient pas venus conquérir et partir comme ça a été défini. Vas-y. Alors, là, je dois préciser quelque chose. En 1492, l'Europe, avec voilà, Isabelle de Castille a déjà repris la conquête de l'Europe. Donc, lorsque Diego Cao arrive, les morts ont déjà été éjectés de l'Andalousie. Donc, non, ils sont restés. Voilà. Ils étaient toujours là, mais ils n'étaient plus au contrôle comme avant. Oui, par exemple, lorsqu'on parle de Moudéjar, les Moudéjar, par exemple, quand on parle de Moudéjar, ce sont des morts qui étaient là de confession musulmane, mais qui ont tendance à devenir chrétiens parce qu'ils étaient tolérés. Donc, on parle de Moudéjar, les Moudéjar étaient restés là. Mais en 1492, Isabelle de Castille a déjà repris la conquête voilà. Ils n'ont pas chassé tout le monde parce qu'il y avait certains qu'on devait garder quand même pour faire tourner les affaires courantes, mais ils ont repris le contrôle de leur pays. C'est ça qui a incité la découverte de l'Afrique et qui a incité l'esclavagisme comme une rétribution par rapport à la conquête des Mours, c'est ça? Voilà, exactement. Il y avait une espèce de vengeance et surtout aussi des besoins économiques qu'il fallait tisser parce qu'il fallait contrer les Arabes au niveau de l'Orient, de l'Est. Donc, il fallait trouver de nouveaux débouchés économiques et tout. Voilà pourquoi ils sont venus chez nous. Nous exploiter aussi, disons les mots tels qu'ils sont. Mais il y avait un partenariat. Tu te rappelles que le roi Congo recevait Diego Cao et tous ces Portugais qui venaient. Il les recevait en Banzangou, je pense. Il les recevait, c'était vu comme ça, vivial. Au point que Nganga Zumba, l'initiateur de Zumba et de... Comment on appelle ça? Tapez sur Internet, s'il vous plaît, Nganga Zumba. Nganga Zumba était le cousin du roi, tellement qu'il faisait des coups, des petites bêtises à gauche et à droite. Il est parti, il s'est fait vendre comme esclave. Il est allé au Brésil et c'est lui qui avait libéré les esclaves brésiliens pendant plusieurs années, dont ils avaient un royaume noir au Brésil. Nganga Zumba. Tapez ça sur Internet, vous allez voir. Donc, je pense que le trade... On n'a pas toute la vérité sur ce qu'étaient les vraies relations entre le Portugal et le Congo. Parce que ça date d'il y a très, très longtemps. Oui, c'est-à-dire que lorsque les Portugais arrivent chez nous, ils ne sont pas venus d'abord manu militaire, ils sont d'abord venus pour faire du commerce, pour nous apprendre qui nous étions, tout et tout. C'est après qu'ils ont fait volte-face, qu'ils nous ont montré leur vrai visage pour que les choses deviennent un peu plus militaires. On sait par exemple que la reine Nzinga, au niveau de l'Angola, le royaume Congo, a bataillé fort avec les Portugais. Donc avant ça, d'abord, après la reconversion vers le christianisme, le catholicisme. Voilà, c'était après. Mais avant, il y avait un partenariat qui était établi où les Portugais commençaient à prendre les ennemis du roi pour les emmener comme esclaves au Brésil, qui était une nouvelle colonie portugaise. C'est exactement ce que je dis.
Quand ils Ouais. sont arrivés, ils sont d'abord venus, ils sont pas venus mani militari, ils sont d'abord venus pour des partenariats, tout et tout, apprendre qui nous étions, tout et tout, venir en paix avec le drapeau blanc. Mais après, ils ont fait volte-face, ils ont montré leur vrai visage et c'est là où on a commencé à batailler fort Oui, mais c'est dû au avec fait eux. aussi qu'il y avait une conversion au christianisme, il y avait une forme de contrôle qui s'installait. Parce que, C'était comme un tu as plan. parlé de la reine Zinga, Kimpambita et tout ça, elles ont résisté pendant très longtemps. Elles voulaient garder leur ndere. Mhm, Tu comprends ce que je veux dire? mhm, mhm. Vas-y. Oui, c'est exactement ce que je dis. Un plan d'abord d'exploration, de prise de contact, et après qu'on comprend ce qui se passe avec justement l'injection de certaines valeurs de leur culture pour contrôler les gens. Donc, pour résumer au fait, voilà. Donc, à l'époque où ils viennent, il y a Isabelle de Castille qui a déjà repris, les Européens ont déjà repris conquête, ils règnent dans leur pays, mais voilà, après, ils vont établir leur conquête ailleurs. Alors, pour revenir à ce que je disais avant par rapport à Bandera, qui est le mot qui signifie drapeau en espagnol, en portugais et aussi un peu en italien, parce qu'on dit bandiera, c'est le même mot. Alors, je disais que certains peuvent me contredire en disant, mais on trouve des mots espagnols qui viennent ou portugais qui sont dans le langage courant au Congo, en Lingala, on dit mesa, on va dire la table, ça vient de là-bas, on va dire sapato, la chaussure, ça vient de là-bas. Donc, c'est eux qui ont sûrement injecté bandera chez nous, ça vient de chez eux. Non, parce que quand on fait l'étymologie du nom, du mot, nous, on le retrouve jusqu'en Égypte. En Égypte, le Portugal n'existait pas. Il n'y avait pas d'Égypte, il n'y avait pas de Pas du Portugal, il n'y avait tout. pas d'Espagnol, il n'y avait pas d'Espagne, il n'y avait pas de Rome, d'Italie. Non. Le mot, ce qu'on appelle néter, NTR, cette racine consonantique, c'est elle qui donne, c'est elle qui est liée à Bendele, à Bendera, Ibendera, que l'on retrouve dans nos langues. Comment c'est arrivé là-bas? Justement, c'est parce que à l'époque des conquêtes mortes, la civilisation a été apportée là-bas. Et le langage aussi a été apporté. Ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de mots africains dans le langage européen, même dans le latin. Il y a un pasteur qui a écrit un livre, je crois, Les racines bantoues du latin, où il démontre comment beaucoup de mots dans le latin viennent aussi des langues africaines. Je sais que ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais n'oubliez Excuse-moi, pas, même le japonais, hein, il y a des on a racines de été partout. langue Niger-Congo avec le Mm. japonais. Vas-y. Voilà. Voilà, on a été partout. On a été partout. Donc, n'oublions pas que les Grecs sont venus en Égypte. Les Romains sont venus en Égypte. Tout le monde est venu. Les Assyriens sont venus. Les Perses sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris énormément d'éléments africains et de langages, surtout quand ces mots ne sont pas dans leur langage, dans leur culture. Le drapeau est extrêmement important parce que souvent, quand je pose la question aux gens, quel est le nom du drapeau dans votre langue? Il n'y a pas d'équivalent. Pourquoi? Parce que les gens réfléchissent à un symbole le drapeau comme un symbole territorial. Non, il faut prendre tous les mots qui ont cette racine NDL, NDR, hein, qu'on retrouve souvent en Afrique. Tout ce qui nous ramène à un totem ou un ancêtre ou une ancestralité. C'est ça les mots du drapeau. Maintenant, après, ça va devenir un symbole territorial. Pourquoi? Parce que le drapeau, c'est là où on a enterré nos ancêtres. C'est l'ancêtre primordial. Alors, lorsqu'on voit maintenant dans la péninsule ibérique ou en Europe, on se rend compte que cette culture des morts est restée. Et là, cette culture du drapeau. Pourquoi les Corses ont ce drapeau qu'on appelle la tête de mort? Regardez le drapeau corse, tapez le drapeau C'est une tête corse. noire, Voilà, oui. vous verrez une tête noire. Oui. Voilà, c'est un noir qui est là. Ce n'est pas Un juste noir, pour la peint symboliquement, non. C'est un noir qui est là avec les cheveux crépus. Et allez absolument. sur Internet. Je dis Internet, c'est vrai que c'est vague, mais dans le livre, nous donnons Harris a donné des sources où vous pouvez voir aussi des images. Vous verrez ce qu'on appelle les héraldiques ou les symboles, les écussons des anciennes familles royales. Vous verrez des noirs. Vous verrez des chevaliers noirs, vous verrez des Un rois noirs exemple, comme le roi Basile. si tu permets, la reine Charlotte d'Angleterre, qui était la grand-mère de la reine Victoria. La reine Victoria était la mère de tous les rois de la Première Guerre mondiale, que ce soit celui d'Allemagne, celui d'Angleterre, le dernier tsar de Russie, d'Autriche et je ne sais pas d'autres pays. La reine Victoria était leur mère. Et c'était une des plus grandes reines d'Angleterre. Et sa grand-mère s'appelait Charlotte, elle était noire. Elle était issue des Moors. Je crois que Netflix a fait une série dessus, je crois. Il y a une série dessus sur Netflix. C'est une Moors venant, la royauté Moors qui se mélangeait parce que le sang royal, le sang dragon. On va arriver à ça maintenant. Le sang dragon, le sang royal. Quand je dis dragon, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Se repartait de famille royale à royale, les Saxe-Cobourg-Gotha et tout ça, qui était la plus vieille famille d'Europe, et les Mérovingiens, Carolingiens, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il y a eu un mélange entre les Moors et la famille royale d'Allemagne. Donc maintenant, quand l'arrière-grand-père de la reine Victoria voulait se marier, il a épousé une princesse Moore, Charlotte, et
La reine Victoria est issue de Charlotte, une noire. Il y a du sang noir dans la famille royale. Et pour revenir à dragon, j'ai parlé de dragon, parce qu'il y avait deux sortes de Moors. Il y avait les dragons Moors, c'était les guerriers, les militaires. Il y avait les phénix Moors, qui étaient les savants, les ingénieux, les médecins et les maîtres spirituels. Et la plupart des familles européennes sont issues des dragons Moors, aujourd'hui, qui étaient les guerriers. Vas-y, Ordio, vas-y. Je veux faire un autre lien encore entre ce que j'ai, pour montrer que ce que nous disons est extrêmement connecté. Et je veux garder l'attention de notre public. J'ai parlé de la croix pectorale du pape, c'est-à-dire qu'on voit le pape François, il y a cette croix, ce symbole-là, qui est lié à d'autres symboles ou des archétypes qu'on a dit africains. Mais je veux aussi, je demande à ceux qui nous suivent d'être participatifs, c'est-à-dire vérifier. C'est vrai qu'on peut aller sur Internet, on peut demander Google. C'est une première approche. Hein, c'est une première approche. Ne vous fiez pas simplement à ce que vous voyez. Ensuite, il faut acheter les livres, les bouquins. Comme pour aller avoir des Bendele. sources. Voilà, par exemple, comme Bendele, par exemple, que, voilà, Ah oui. que je vais, comme on dit en anglais, Attention, gros plan. voilà, comme on va dire shameless plugin. Hein, comme on dit shameless plugin en anglais. Vas-y, encore une autre fois. Voilà, quoi, voilà ce que je propose ici. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est en fait, c'est la copie de l'auteur. Voilà, comme vous pouvez voir, cette marque-là, c'est la copie que l'auteur reçoit pour vérifier que tout est normal. Mais après, je vois la copie commerciale. Donc, je faisais donc le lien, je disais, le lien entre la croix pectorale du pape et un symbole que l'on retrouve, parce qu'on parle des morts, n'est-ce pas? Beaucoup peuvent se poser la question, mais finalement, quoi, des ancêtres noirs, des noirs en Europe, tout, le sang royal, mais, non, mais les mecs, vous délirez ou quoi? Ok. Nous demandons à notre public d'être participatif. Allez sur Google. C'est une première approche. Après, il faut les bouquins. Il faut acheter les bouquins pour avoir les sources académiques. Voilà. Allez sur Google. Allez sur la page de Benoît XVI. Allez sur Wikipédia. C'est une première approche. Ce n'est pas définitif. Après, il faut prendre les bouquins. Je me répète encore, c'est important. Allez voir sur Benoît XVI. Allez voir les insignes du pape Benoît XVI. Ses écussons, ses symboles. Vous verrez que parmi ces symboles, il y a une tête de mort. Vous verrez un noir avec une couronne. Pourquoi le monsieur qu'on appelle Ratzinger, dans ses symboles, utilise-t-il une tête d'un noir avec une couronne? C'est un Allemand. Qu'est-ce qu'il a à voir avec un noir, avec l'Afrique? Pourquoi il prend ça comme symbole de sa famille? Posez-vous la question. C'est justement parce qu'on sait très bien qu'il y avait des noirs qui étaient dans ces territoires-là, et des rois, des reines qui ont régné là. Et le monsieur, quand il prend cette effigie-là, c'est pour montrer d'où il vient en réalité. Parce que les mots comme des Schwarzkopf, des Schwarz, tout ça, c'était des mots qui étaient utilisés en Allemagne pour parler de noir. Non seulement c'est la couleur noire, c'est aussi Schwarz, des noms qui étaient utilisés pour désigner des noirs. Donc il y avait des noirs qui étaient dans ces régions-là. Mais après la Reconquista, ce qu'on appelle la reconquête, quand Isabelle de Castille a récupéré, que les Charlemagne se battaient avec les morts. Si vous vous rappelez le site de Corneille, on parle des morts. Hein, les combats qu'il y a eu avec les Français et que les morts ont été repoussés, ont été chassés, après que les Européens ont absorbé leur science, leur connaissance. Je rappelle que lorsque les morts arrivent, c'est eux, voilà, c'est eux qui ramènent par exemple les textes grecs en arabe, parce que les Européens avaient perdu les textes originaux en grec, des Démocrites, de tout ça, de tous les voilà. C'était pas en araméen, non? Pardon? C'était pas en araméen d'abord, avant que ce soit en grec? Non, c'était en latin. Et puis, quand justement les Arabes ont pris l'Égypte, ils ont traduit beaucoup parce que les Grecs étaient là d'abord en Égypte. Hein, et les Latins, ils ont aussi traduit, les Romains ont traduit en latin. Mais quand les Romains tombent, les Arabes viennent et les documents qu'ils ont, ils vont les traduire en arabe. Les originaux vont être perdus et les Arabes vont les ramener au niveau de l'Europe et les Européens vont les retraduire en. Et c'est là que les premières librairies ont été établies en Europe. Il n'y avait pas de librairie en Europe. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, ce sont les Arabes et les morts qui vont ramener cette connaissance qui était perdue en arabe et après, ça va être retraduit en latin. Donc, le pape Benoît XVI, dans ses effigies, dans ses héraldiques, dans ses écussons, dans ses symboles, allez sur Wikipédia ou dans d'autres sources beaucoup plus fiables, vous verrez qu'il a une tête de mort qui est là. Et la tête de mort était placée sur le drapeau. Pourquoi? Parce que le drapeau, c'est le symbole de l'ancestralité. Lorsqu'on parle de drapeau, quand je dis même Bendele, ça veut dire drapeau, je ne suis pas très correct là-dedans. Je dis ça pour me faire comprendre. Ça ne veut pas dire drapeau, non. Ça veut dire l'ancêtre. Bendele, c'est l'ancêtre. C'est celui qu'on a enterré. Parce que le symbole dans le papyrus de Tanis, puisque nous parlons avec des sources, le papyrus de Tanis définit, au fait, c'est l'une des sources les plus anciennes que l'on a, de la définition du mot de ce drapeau-là qu'on appelle
en égyptologie, Néter. Donc, Ndele, Ndela, Bendele, Ibendera, c'est ce mot-là. C'est celui qu'on a, c'est l'ancêtre qu'on a enterré. Hein, l'ancêtre qu'on a enterré. Voilà pourquoi les morts ou les Européens, quand ils vont en guerre à ces époques-là, au Moyen-Âge, le roi a un drapeau avec son effigie. Donc, c'est pour montrer l'ancestralité. Il va avec l'ancêtre pour gagner la bataille. Donc, ce mot-là, Bendera, qui est en espagnol, en portugais, en italien, il vient des conquêtes africaines et arabes qui ont été faites en Europe. Et avant ces conquêtes-là, c'est les mots, c'est la spiritualité africaine et égyptienne, ou c'est la même chose, qui va être amené là-bas. Donc, si on a dans le langage Bendera, Bendera, si vous voyez un acteur, celui qui a joué Zorro, vous vous rappelez, Antonio Banderas, son nom vient de là. Il ne sait pas d'où vient ce nom-là. Il ne sait pas que ça vient d'Afrique. C'est Bendele. Parce que Bandera, on va dire, c'est la bannière. Hein? Mais quand on fait l'étymologie du mot, on va dire non, bannière, Bandera, ça vient de la racine ban, banda. Mais dis-moi. En lingala, banda, ça signifie quoi? Commencer. Ouais. Mais dis-moi un peu, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission, d'accord? Dis-moi, comment ça se fait qu'on vient de donner une histoire alternative du peuple noir et de l'Égypte jusqu'au Mour, jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Mais comment ça se fait? On a déjà accepté, moi et toi, que c'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire. La plupart d'entre nous ont de leur idée, dans leur subconscient, grâce à Hollywood, bien à cause, que les Noirs étaient esclaves pendant 400 ans. 400 ans d'esclavagisme. Mais avant ça, on a colonisé l'Europe pendant 800 ans et la civilisation égyptienne a dominé sur le monde pendant 10 000 ans. Pourquoi ça se fait que nos curriculums nationaux, je vous reviens encore à la même question tout le temps, pourquoi est-ce que ces informations ne sont pas poussées pour donner un sens d'estime de soi à la population noire et africaine? Tout simplement parce que, comme je l'avais dit, il y a des deals entre les maisons d'édition européennes et les gouvernements africains. Ces maisons d'édition-là, qui les dirigent, qui les contrôlent? Des grands hommes d'affaires. Ces grands hommes d'affaires-là, qui sont ceux qui financent les campagnes politiques en Occident? Ce sont ces gens-là. Et donc, quel est le point commun encore entre les hommes politiques et les hommes d'affaires? C'est les différentes loges dans lesquelles ils sont. On n'est pas dans les théories de complot, mais on est dans comment le monde fonctionne. C'est tout simplement ça. Ces gens-là ont des intérêts. Et c'est que les pions qu'ils placent en Afrique sont aussi dans ces loges-là. On ne va pas citer leur nom, on les connaît. Hein? Donc, c'est toute une espèce de toile d'araignée qui est connectée. Ces gens ont tout intérêt, justement, parce que dans leur rituel, dans leur loge, tout ça, c'est une réécriture de l'histoire qui est disséminée. Alors, ils ne vont pas dire à leur laquais de penser différemment dans leur loge, et ils ne vont pas dire non plus à la jeunesse montante qu'ils ont une histoire glorieuse. Il faut maintenir le narratif aussi bien de la tête que vers l'orteil. Donc, il y a toute une logique qui fait qu'on ne peut pas vraiment promouvoir ça. Cheikh Anta Diop a été même combattu lorsqu'il rentre au Sénégal pour enseigner et partager son savoir. Il est combattu même par le président de l'époque du Sénégal, l'écrivain, comment il s'appelle encore? Pas Abdou Diouf? Non, pas Abdou Diouf, non. Le président du Sénégal qui avait à l'époque, l'écrivain, Senghor. Senghor, voilà, Senghor. Voilà. Quand on a un Senghor, voilà, on ne lui veut pas de mal, hein, on apprécie son travail, hein, mais quand il dit qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise au milieu des Juifs et des autres que les Africains, parce qu'eux pensaient de manière un peu plus logique, ça vous dit... Non, c'est un choix, on ne peut pas voilà, le choix. Voilà, dis-moi vite fait maintenant, parce qu'on a presque fini, Eric. Qu'est-ce que les gens devraient attendre par rapport au prochain chapitre? Parce que là, juste en récapitulatif, on a couvert le chapitre numéro 2, qui est plein d'informations de Bendele. Je vous conseille vivement. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis plein de livres aujourd'hui où vous pouvez faire votre propre idée, parce qu'on n'a pas le monopole de la vérité. Je répète encore, je remets les livres au-delà de Bendele. Ça, c'est un des livres, The Story of the Moors in Spain. Ça vous explique clairement tous les détails dont vous avez besoin pour développer votre propre information. Ça, c'est par rapport à l'Espagne. Et là, ça sera par rapport en Angleterre aussi. Ça vous donne des détails. Et la péninsule ibérique était l'Espagne et le Portugal. Et au-delà de tout ça, Bendele, le 2e chapitre, couvre tout ça d'une manière très subtile qui vous donne envie de faire plus de recherches pour apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que les gens devraient attendre du prochain chapitre, Eric? Alors, le prochain chapitre, je dirais que c'est le chapitre à 500 millions de dollars, parce qu'il va aller profondément dans qui nous sommes, comme tu l'as dit.
pour savoir qui nous sommes. Le prochain chapitre, ça s'appelle la loi de Glogger. Je ne vais pas détailler les Pas choses. de détails, Mais on va voilà, couvrir ça voilà, après. pas de détails, voilà. Mais c'est un chapitre qui va vraiment vous enseigner sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes comme vous êtes là, et comment certaines personnes ont utilisé cette information pour nous nuire, et comment, au contraire, nous avons utilisé cette information-là pour nous bénir, au fait. Donc, c'est un chapitre extrêmement intéressant qui va mêler, qui va être technique, qui va mêler science, génétique, physiologie, avec aussi textes religieux, tout ça. Et vous allez comprendre, au fait, comment la religion, entre guillemets, a commencé et fonctionne, au fait. Et à la fin de ce chapitre, vous allez faire ouf. Je n'en dirai pas plus, mais on en parlera. Au fait, que ce soit Bendel et que ce soit les autres livres, vous permettront de faire une recherche non seulement interne, mais une recherche extérieure, parce que tout commence avec des concepts dans la tête. Dès que tu crées un concept, tu peux accumuler les informations qui te permettent de définir ce concept et de faire des actions dans un contexte spécifique en rapport avec ce concept. Donc, la question que tout le monde attendait, que j'ai pour toi, Eric, avant de finir. Pourquoi et comment ça se fait que la CEDEAO n'a pas menacé le Gabon de guerre? Ah, bah, ça revient à l'exemple que j'ai donné sur pourquoi les curriculums africains ne sont pas changés. Donc, on voit très bien que ce qu'on appelle les puppet masters en anglais, c'est-à-dire ceux qui manipulent les marionnettes, justement, trouvent leur compte dans ça. Il y a plusieurs analyses politiques africaines qui démontrent que c'est quelque chose de téléguidé. Ce n'est pas vraiment J'en ce que ai l'on pense, su. voilà, une révolution ou un France 24 changement. a dit le contraire, TV5 aussi. Ah, voilà, voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que quand c'était le Niger, c'était mano militaire, il y avait des ultimatums qui avaient été donnés. Mais curieusement, avec le Gabon, il y a un silence radio. L'Élysée ne gesticule pas. Alors que pour le Niger, c'était tonitruant, c'était une explosion. Mais avec le Gabon, c'est différent. Donc, Il y a un on se rend dernier point compte que. avant. Vas-y, Eric, Pardon? vas-y. Non, Voilà. vas-y. On s'est dit que voilà, c'est au-delà de là que je m'y mette, mais c'est le même camion, en fait. On a changé le chauffeur, mais le camion, on l'a pas réparé. On n'a pas réparé le camion, en fait. Et le camion n'arrivera pas à destination parce que voilà, chaque 5 minutes, il faudra s'arrêter pour réparer, alors qu'on ne veut pas réellement changer le moteur et faire de ce véhicule-là un véhicule qui ramène des peuples à leur destination. Donc, on a changé le chauffeur, mais voilà, c'est le même véhicule. Donc, que ce soit l'Orient, l'Occident ou bien l'élite, tous profitent de l'ignorance, de la complaisance des peuples africains, d'une manière ou d'une autre, à cause du manque de connaissance de soi-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était quoi ton mot de la fin avant qu'on finisse, Eric? De s'armer de science jusqu'aux dents. C'est ce qui nous permettra de pouvoir mieux comprendre la marche du monde. Donc, j'invite ceux qui nous suivent à suivre ce que Harris a proposé, hein, des sources sûres, vérifier ce que nous disons. Nous n'avons pas la science infuse. C'est par vos retours aussi, c'est par vos lectures, c'est par votre expérience aussi que nous allons enrichir cette conversation. Nous voulons avoir un espace de réflexion, mais cela n'est possible que si ça va dans les deux sens, si ceux qui écoutent s'informent, s'enrichissent, et ainsi nous pouvons construire. Et comme Harris l'a dit, les autres profitent de notre ignorance, alors que dans l'histoire, nous avons été ceux-là qui ont apporté à d'autres la civilisation et la connaissance. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des documents qui sont là. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent ramener les documents et c'est là où il Ce y aura n'est un pas de la espace. théorie de complot. Pas du tout, pas du tout. Nous avons des documents nous donnant des sources. Et c'est plus ce que nous disons ici est pluridisciplinaire. Nous allons dans la linguistique, dans la génétique, dans l'histoire et l'historiographie. Nous avons les sources, les documents. Voilà pourquoi on donne des livres, parce qu'il y a une bibliographie, il y a des sources de première main, de seconde main qui nous permettent de supporter ce que nous disons. Ce que nous avons dit va surprendre beaucoup de gens. Et malheureusement, les gens, quand ils doutent, ils ne doutent pas avec une connaissance scientifique antérieure. Ils doutent à cause de ce qu'on leur a dit à l'école ou à cause de ce qu'ils ont vu dans les films. Et ce sont des dogmes qui sont en train de diriger la pensée. Et c'est ça qui est dommage. Il faut pouvoir douter avec la connaissance et non pas douter avec l'ignorance. En tout cas, merci. Je ne pourrais pas dire mieux, Eric. Je ne pourrais pas dire mieux. Voilà encore, je pense que c'était un des shows que je tenais à cœur par rapport à notre problème d'identité africain.
que je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut avoir des fondaments qu'on pourra mettre en place dans tout ce qu'on a élaboré aujourd'hui, avec ma petite connaissance, avec la grande connaissance d'Éric et avec tous les écrivains dont on a mis. Quand vous allez voir l'émission, s'il vous plaît, prenez le temps de Google. Ils sont tous sur Amazon, hein, tous les auteurs que j'ai mis. Informez-vous, créez-vous votre propre image. Croyez-moi, ça sera, comme j'ai déjà dit la dernière fois avec Éric, ça sera un déjà vu. Et dès que Bendele est prêt, achetez Bendele. Je vous garantis, il est toujours intéressant de voir sa propre histoire à travers sa propre prescription de lunettes, écrite par un frère, pas écrite par quelqu'un qui ne connaît pas nos réalités africaines, nos réalités noires et nos réalités congolaises. Donc sur ce, je vous remercie pour le temps que vous avez émis, pour tous les commentaires, pour tous les feedbacks, pour tout le support, s'il vous plaît. Partagez, si vous aimez notre contenu, aimez la page. Bien, vous pouvez vous souscrire à la page. Et ce travail fait par Éric et moi, on donne notre dimanche pour pouvoir donner plus d'informations sur la place, pour permettre aux gens de pouvoir pousser et de maximiser individuellement nos potentiels et que collectivement, l'Afrique redevienne forte comme elle était avant. Allez, sur ce, je vous souhaite paix et prospérité. Et Éric, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Ouais, allez, bon dimanche et à très bientôt. Ok, à bientôt. Hakusekho lokho sekuyikhupha lokho azimisilo kwandini wami yasekukho